Vue en ligne, mesdames et messieurs, plein de petites news qui nous ont fait réagir et on peut faire apparaître la première à l'écran, justement, tant que je m'y retrouve dans mon bordel. Et justement, on en parlait jeudi dernier, c'était la fusée Artemis 2 qui a décollé avec 3 Américains et un Canadien. Donc c'était une Américaine, je me corrige parce que j'avais dit une Canadienne, mais c'est 3 Américains dont une Américaine et un Canadien qui ont décollé et qui nous envoient des magnifiques images de leur parcours. Alors on rappelle, ils vont faire le tour de l'orbite lunaire pour revenir donc, dans l'objectif d'observer, de préparer un futur voyage sur la Lune. Mais regardez-moi ces clichés, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Ça fait rêver ou c'est que moi ? Que la Terre est pas plate. C'est le premier, là, me donne envie. C'est le premier écran de l'iPhone qui a été mis sur l'iPhone. Sérieux ? Ah ouais. Là, ça t'est sorti ? Ouais, quand l'iPhone est sorti, c'était le premier fond d'écran. Et honnêtement, quand je vois ça, je me dis waouh, c'est juste incroyable. Je crois que sur une des photos, on voyait carrément les aurores boréales. Ouais, sur celle de juste avant, on voyait les aurores boréales. Incroyable. Non, c'est magnifique. Moi, je trouve ça ouf qu'on ait quand même ces clichés qui nous parviennent pendant la mission. Enfin, c'est incroyable la technologie. La Terre n'est pas plate, c'est fou ça. Si, regarde. C'est juste. Mais en fait, il y a un mur de glace. Plus tu donnes des éléments, plus forcément ceux qui veulent penser qu'elle est plate vont te dire oui, mais non, vous êtes dans la conspiration. Non, en fait, c'est un carton ça. Mais ils sont inventifs les platistes. Franchement, ils sont forts. Il y en a un qui est quand même allé en haut de la Terre pour lui et il a fait une vidéo en live en disant les gars. Genre ouais. Et il a dit les gars, je me suis trompé. Faites défiler des images, je crois qu'on a quelques images, n'hésitez pas à les faire défiler. Mais vous pouvez nous montrer les autres. Ouais, il y en a d'autres, je crois qu'il y avait une image de la Lune, on avait aussi une image à l'intérieur, il y avait aussi une vidéo, je crois, forcément, parce qu'on arrive aussi à recevoir des formats vidéo, donc j'imagine comme avec un bon décalage. Voilà, une petite vidéo qui va se lancer, où là c'était lorsqu'il venait de sortir de la zone terrestre. C'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, je crois que c'est Netflix ce soir, alors je crois que ce sera aussi sur le site de la NASA, mais ce soir à 20h45, on va pouvoir se connecter en direct avec la fusée. Non, restez avec nous. Ah oui, non, mais de toute façon, les gens ont double écran aujourd'hui. Non, mais regarde l'image, c'est extraordinaire. Là, le propulseur qui s'enlève. Je trouve ça dingue qu'on puisse voir ça vraiment de nos yeux comme ça aussi facilement. Non, ça fout des poils. Franchement. Et c'est du coup c'est SpaceX avec la NASA. Enfin, c'est quelle fusée qu'on utilise Artemis 2, c'est la NASA, ouais. Alors j'ai l'impression que les propulseurs viennent de SpaceX, que c'est ceux qui atterrissent sur Terre. J'ai l'impression que oui, il y a des partenariats qui se sont faits à ce niveau-là. Mais là, c'est une mission de la NASA en elle-même. Et donc je vous le disais, ce soir, Netflix, ils vont diffuser des petites choses sympathiques. Donc je serais très curieux d'aller me mater le replay aussi. Alors je crois qu'il y aura une déconnexion au moment où ils vont arriver de l'autre côté de la Lune. Des contrats de diffusion. Mais c'est trop marrant, parce qu'avant ça aurait pu être sur des chaînes nationales. Complètement. Aujourd'hui, maintenant, c'est les plateformes qui absorbent tout. C'est quand même fou, parce que pour moi, c'est un truc que le monde entier devrait voir. Et pour le coup, que ça soit uniquement, encore une fois, à l'abonnement, c'est bien abonne-toi dommage. à Netflix ou va chez ton pote qui l'a, ça fait réunir des gens. Non, mais je suis d'accord, ça a changé. Ça, on en a parlé la semaine dernière sur la diffusion et la puissance maintenant de ces plateformes-là. C'est elles qui ont les ressources financières. Les TV sont à l'agonie. Quand eux font une offre, tu t'alignes très difficilement par rapport à ça, que ce soit Amazon Prime, Disney+, ou Netflix. Les images sont quand même extraordinaires. Et puis même la qualité, elle est assez folle. Donc le live, je suis très curieux, parce que là, ils sont assez proches de la Lune, et on va les voir en orbite lunaire, en direct. Alors je pense qu'il y aura peut-être un décalage, mais en direct en tout cas pour la diffusion. Et je crois qu'ils ont expliqué qu'il y aura une déconnexion à un moment quand ils vont atteindre un certain endroit. Pendant 45 minutes, ils sont déjà en train de pré-shot la déconnexion. Ils sont en mode là, on va la voir. 45 minutes, ça va couper. Normal, ils font le tour. Et on les récupère, quoi. C'est assez dingue. Hein. J'ai une anecdote assez marrante là-dessus. Vous savez qu'on a envoyé des hommes sur la Lune avant de mettre des roulettes aux valises. Mais on faisait comment avec les valises avant ? On les portait. Question con, c'est du coup, genre... Non, mais regardez-moi celle-là, là, on voit la Lune... en fond là, mais c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Mais est-ce que les complotistes ils vont y croire ? Parce qu'il y en a plein qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Ils vont dire le classique là, c'est le classique fond vert. Non, maintenant c'est Gemini Banano 3 qui a tout généré quoi. Mais j'ai déjà vu sur Twitter, ils disent que. Bizarrement, on a attendu l'avènement de l'IA. Ouais, mais c'est 3 là, c'est pour la NASA. On a bizarrement attendu l'avènement de l'IA pour
retenter. Tiens, pourquoi C'est fou ça. Hashtag complot. Hashtag complot. Quel hasard. Moi, j'ai un petit kiff là-dessus. Il y a le phénomène des vlogs dans l'ISS et tout le tralala sur TikTok, sur Insta. Vous voyez pas un peu les astronautes commencer à partager ce genre de choses? Je trouve ça incroyable. Ouais, Oui, des ouais. vidéos. Dans la Station Spatiale Internationale. Ouais, sur l'ISS et tout ça. Moi, je trouve ça incroyable. Bon, à part le côté Netflix, je trouve ça fou qu'aujourd'hui, on puisse suivre ça en temps réel, avoir un point de vue en même temps des astronautes qui sont sur place, avoir leur émerveillement. En fait, c'est quelque chose de très personnel qui nous donne. Et je trouve que c'est un beau moyen de faire monter tout le monde avec eux. Et sachant que c'est réservé à une élite en soi. Oui, beaucoup de gigantesque. personnes. Oui. Ouais, à très très peu de personnes pour le coup. Et je trouve ça fou et je trouve que ça fait voyager, que ça fait du bien, que ça ouvre l'esprit. Enfin, voilà. Et en plus, leur sentiment là-dedans est souvent très très beau. Ça sera d'ailleurs les premiers à voir la face cachée de la Lune de leurs propres yeux, parce que jusque-là, on avait envoyé que des modules le faire. Donc bon, ça va être intéressant, mais le live, je crois, il est déjà lancé, mais là, ça va être meublage land pendant une petite heure. Et après, à 20h45, on devrait pouvoir se connecter avec la fusée. On va checker ça très fort. En parlant de Netflix, tiens, justement, c'est en rapport avec la news numéro 2. Regardez. La hausse des prix de Netflix jugée illégale. Ça, c'était en Italie, justement. Donc, problème de contrat où ils n'avaient pas expliqué de manière claire et nette l'augmentation des prix. Et du coup, selon une loi italienne, ça passe pas. Et donc, du coup, ils ont été condamnés à rembourser. Donc, par exemple, un abonné premium qui n'a pas fait d'interruption depuis 2017 peut prétendre à un remboursement de 500 €. Un abonné standard, 250 €. Et c'est 5,4 millions d'abonnés en Italie qui sont concernés. L'exposition financière totale pour atteindre plusieurs centaines de millions d'euros. Netflix doit aussi réduire ses prix actuels et publier le jugement sur son site. Donc, ils sont aussi obligés de se faire un peu une mauvaise com là-dessus. On le voit, nous, en France, ça augmente par-ci par-là. Des fois, tu regardes, tu as 1 ou 2 € de plus par rapport à il y a quelques mois, etc. Il y a une loi italienne qui dit que ça devait être bien stipulé dès le contrat de départ, ce qui n'était pas le cas, et qui du coup, là, ils se font un peu retaper sur les doigts. Je ne sais pas si on a cette loi en France. Justement, je voulais vous demander, vous savez ça ou pas? Je pense que ça pourrait faire peut-être jurisprudence après sur l'Union européenne, mais ils ont peut-être une loi particulière que nous on n'a pas. Peut-être qu'eux, ils ont un truc particulier qui fait que peut-être qu'ils pourront dire vice caché, parce que c'est un mail. En vrai, il y a un mail qui part normalement. Mais c'est dès le contrat de souscription qu'aurait dû être mieux indiqué. C'est pas le mail qui te réinforme, c'est dès le contrat de souscription, tu aurais dû le dire clairement que ça peut peut-être changer, peut-être même faire des prévisions, être plus clair en tout cas dans la loi italienne. C'est comme ça que c'est réclamé. Donc voilà. Après voilà, il y a la Pologne qui a ouvert aussi une procédure similaire, donc ça a aussi incité d'autres pays à tenter. L'Espagne aussi qui a engagé des poursuites similaires. Donc effectivement, l'Europe commence à essayer de faire payer Netflix sur ces petites choses-là. Tiens, on a quelqu'un d'ailleurs sur Discord qui veut réagir à ça. Effectivement, je pense que Netflix, on est beaucoup à l'utiliser au quotidien. D'ailleurs, j'ai vu aussi que les jeunes entre 18 et 24 ans sont obligés de faire des choix maintenant sur quelle plateforme ils souscrivent ou pas, tellement ils sont en difficulté financière. Les grosses plateformes, je réagis à Netflix, mais au cinéma aussi. Enfin, là, on est allé au ciné hier. C'était 16 €, 17 € la place de ciné. Du coup, j'ai cherché un cinéma indépendant. Il était à autant de temps, c'était 8 € la place. Et le gars était super adorable, passionné, il y avait les vieilles caméras. Donc c'est vrai que des fois, consommer un peu différemment, pas aller dans les gros, ça peut être pas mal. Est-ce que, je sais pas, il y a des fois un VOD à la demande à 2 €, est-ce que c'est des fois pas plus responsable que plein d'abonnements, Prime Video, Disney, Netflix, qui font 70 € à la fin du mois? Exactement. Mais je pense qu'il faut réfléchir. Le cinéma coûte cher. Le cinéma coûte cher. Après, t'as le prix du CNC, t'as les taxes, ce n'est pas que le prix de ton cinéma. Mais alors, comment il fait le petit indépendant à 8 € la place contre 17 € sur les grandes filières? J'étais choqué, je me suis dit, mais... Wow. C'était quoi l'adresse là que tu nous... C'était chez moi dans la campagne. Que de la mauvaise pub. Tiens, on a Alexandre qui voulait réagir par rapport à Netflix. Alexandre, est-ce que tu vas bien? Explique-nous ton point de vue. Oui, je vais bien. Et puis, bonjour. Alors, mon point de vue, c'est justement, je trouve que Netflix a bien fait d'augmenter les prix pour moi, puisque forcément, ils sont pas mal en concurrence avec tous les sites de VOD qui sont en train d'être en émergence, avec Disney, avec Apple TV et plein d'autres. Et justement, aussi, on a des sites de streaming, et forcément, la concurrence fait qu'ils sont obligés de s'adapter, d'être toujours beaucoup plus performants, toujours meilleurs. Et puis aussi le prix de tous les data centers et autres font que ils sont obligés d'augmenter les prix pour moi, ce qui fait que ça paraît normal. Après, ça c'est ce que je pense.
Toi, tu te mets du point de vue de leur point de vue à eux, tu mets leur point de vue et tu comprends justement qu'ils sont dans une guerre où ils ont besoin de ressources supplémentaires pour continuer à concurrencer leurs adversaires du moment. En général, c'est exactement ça. C'est plutôt la logique inverse. Quand tu es dans une forte concurrence, tes prix baissent parce que tout le monde veut gagner les abonnés. Disney, Prime, Netflix veulent convertir les abonnés chez eux. Et donc, si tout le monde met les prix à 15 €, ça fait moins de pouvoir d'achat. Donc, tout le monde baisse les prix à 9 €. Tu l'as dit, c'est ce que Free a fait sur les télécoms. Ouais. D'ailleurs, Netflix, je crois, ils ont changé de communication par rapport à leurs investisseurs. Peut-être je dis une bêtise à rechecker, mais pendant très longtemps, tous les ans, ils disaient, regardez, on a gagné X millions d'abonnés. Mais aujourd'hui, ils ne parlent plus en nombre d'abonnés acquis, ils parlent vraiment en chiffre d'affaires. Ah, on a fait tant de chiffre d'affaires, tant de bénéfices, parce que je crois que la courbe, elle commence soit à stagner, soit à baisser. Donc en fait, tant que c'était un argument vendeur pour les investisseurs, ils le mettaient en avant. Mais aujourd'hui, ils ont peut-être acquis un plafond de verre qui fait qu'ils ne peuvent plus acquérir. Et donc comment tu continues de faire du profit quand tu ne fais plus d'acquisition ? Tu augmentes les prix à ta fanbase qui est déjà acquise. Mais c'est ça, mais je trouve que Netflix... Je sais pas, je me dis juste que au bout d'un moment, il y a une limite, quoi. Probablement, il y a des logiques en parallèle, c'est-à-dire que pour les investisseurs actionnaires en bourse, ils montent les prix pour avoir des résultats financiers intéressants sur la base de clients déjà existants. Exactement. Et en même temps, ils ont des offres attractives, peu chères pour les nouveaux abonnés. Et en fait, Netflix avec pub, par exemple, c'est horrible avec la pub. Netflix avec pub, qui du coup leur permet d'avoir une nouvelle manne financière avec du coup maintenant le fait de vendre de la publicité. Ils sont une régie publicitaire. Je crois aussi Netflix développe plein d'autres choses. Effectivement, ils produisent aussi maintenant parce que ils ont tellement aussi de fonds. Et je crois même qu'il y a des lois nationales qui forcent aussi à produire du contenu dans le pays dans lequel tu fais richesse. Donc du coup, et c'est eux aussi maintenant qui arrivent à récupérer les événements sportifs. J'ai cru voir du catch. J'ai vu des matchs de sport traditionnels sur plein de plateformes comme ci. Là, on a carrément la NASA qui du coup diffuse là-bas, alors qu'avant c'était sur le poste de télé de monsieur et madame tout le monde. TF1 qui va distribuer le flux de ses contenus. Exactement. Sur Netflix, ils ont un accord qui a été conclu. Exactement. Aussi. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà. Je voulais mettre ça en avant. L'Italie a quand même tapé sur les doigts, mais est-ce qu'on n'a pas peur du contre-coup de se dire vous faites ça et du coup Netflix qui contre-attaque en mode j'enlève mon service de chez vous. Alors il n'y a pas d'intérêt parce qu'ils perdraient énormément. Mais du coup, ça peut aussi. Il y a un rapport de force. Enfin, c'est la première fois qu'on a des sociétés qui sont pas plus puissantes qu'un État, j'abuse, mais qui ont quand même la capacité de faire un rapport de force avec carrément un État, quoi. Tant mieux. Moi, comme l'a pu le faire Apple ou Elon Musk avec Twitter ou d'autres sujets où on a vu des échanges quand même houleux entre l'Europe et lui-même et ses sociétés, parce que du coup, on est tellement tous à les utiliser qu'ils ont cette capacité à nous tenir. Netflix va faire comme Prime et nous mettre du contenu payé en plus de l'abonnement de base. Pour l'instant, ils ne font pas ça. Non. Je me demande s'ils l'ont pas déjà fait. Prime, c'est terrible. Prime, tu crois que c'est disponible, tu cliques dessus, en fait, il faut payer encore 3,99 €. C'est une plateforme. Ils ont mélangé VOD et streaming. Oui, même t'as Paramount. Sur leur plateforme, t'as d'autres accès. Mais du coup, tu crois que tu peux l'avoir et en fait, non, il faut encore payer. C'est bon, ça y est. C'est un hub. C'est plus un hub. Mais c'est vrai que Netflix, de mémoire, n'ont pour l'instant jamais fait ça. Que Disney, je crois, ils l'ont fait pour un film à un moment. En mode, il y a le film qui sort en priorité, mais tu dois le payer en plus de ton abonnement. Je crois que pour l'instant, peut-être je me trompe, mais vous nous direz si ça a déjà existé, mais pour l'instant, ils résistent à ces choses-là. Mais ça peut venir. Ça peut venir en disant, le catalogue gratuit, c'est ça, et le catalogue premium sera... Même pourquoi pas sur les jeux, ils sont en train de développer beaucoup plus de jeux. Je sais pas si vous avez vu, maintenant on peut même télécharger une application qui fait la manette sur ton téléphone. Ouais. Donc peut-être que ça va être les jeux qui vont être payés en plus et peuvent s'ouvrir sur d'autres choses. Ou mettre de la publicité dessus. Le but étant de faire de la rétention, tout simplement, de te faire passer plus de temps sur la plateforme, qui fait que du coup, si tu as la rétention des gens, tu as l'argent. Tout comme par exemple, on en parlait la semaine dernière, la traduction automatique de Twitter. Principalement, c'est pour permettre à tous les peuples de se parler. On parlait beaucoup de points positifs et tout, mais c'est aussi pour te faire de la rétention, parce que du coup, tu vas plus suivre que d'actu de ton pays. Tu vas aller regarder ce qui se passe au Japon, tu vas aller regarder ce qui se passe là-bas. J'ai que des tweets des oui, on vous l'avait dit, que ça allait vous inonder. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on vous l'avait dit que ça allait vous inonder. Un truc sur deux, je lis, je comprends pas ce qui est noté. Enfin, je suis en mode. Donc il y a plein de points positifs. La liberté d'expression, le fait de pouvoir parler interpeuple, et tu as le rêve un peu inaccessible, mais en même temps, le but à eux, c'est que tu passes le plus de temps sur leur application, et ça, faut pas l'oublier. Troisième vue en ligne, tiens, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense que vous l'avez vu, il y a eu la vidéo qui est sortie de MrBeast ce week-end, qui du coup, ce qui est trop intéressant, c'est que sa vidéo finalement n'allait pas jusqu'au bout, et elle a amené vers un live où la finale avait lieu, le live qui a réuni plus de 1 million de spectateurs, si je ne dis pas de bêtises, et on a pu revoir ce moment, parce qu'on avait déjà eu, ça avait déjà fuité, bien sûr, pour nous Français, ça avait même fuité le jour du tournage, je crois. Le jour du tournage, on avait déjà toutes les infos. Mais vous voyez
Rebeu d'éther, Billy. Rebeu comme l'appelle MrBeast. Voilà, bon, on va pas mettre tous les extraits entiers, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que je crois que ça dure assez longtemps. Mais en gros, il gagne sur les dernières secondes. Je crois que ça joue à une frame avec la joueuse d'échecs, j'ai plus son nom, je crois que c'est les sœurs... Bottez. Bottez, merci. J'adore les sœurs Bottez. Effectivement, pour leur niveau aux échecs, c'est ça? Oui, bien sûr. Le streaming, c'est vraiment un truc que je suis de près sur les échecs. Donc c'était une des deux sœurs Bottez qui était restée, qui je crois enlève à peut-être 2... Alors je sais pas si c'est un peu le montage qu'ils font en sorte... C'est dans les dernières secondes, tu vois, parce qu'ils vont vraiment te jouer le 58 contre tout pile, tu vois ce que je veux dire. Enfin, là, on voit à la fin, elle enlève à 59 et il enlève à 10. Enfin, ça peut être du montage. Peut-être qu'en vrai, il y avait une différence de quelques secondes, ça je sais pas. Faudrait demander aux intéressés. En tout cas, Billy a enlevé au dernier moment et au plus proche des 10 minutes, ce qui était la règle, pour ceux qui n'ont pas compris. Fallait mettre sa main et avant 10 minutes l'enlever, mais si t'enlevais après 10 minutes, tu perdais aussi. Donc il fallait être au plus proche des 10 minutes. Et donc Billy a gagné la Lamborghini et il ne l'a pas gagné pour lui, bien évidemment. C'était pour un de ses abonnés, c'est tombé sur un abonné de longue date qui le suit depuis très longtemps. Et l'abonné pouvait choisir entre la Lambo ou du cash. Et il a pris le cash. Le cash. Ouais, je comprends. Moi aussi. Il a pris le cash. Il aimait peut-être pas et le pourtant, jaune. la Lambo, on l'a dit, ça va prendre de la valeur. Bon, après, il fallait la ramener en France. Hein. Oui, je crois qu'il a dit ça. Je sais plus qui m'a dit ça, mais c'est pour peut-être la stocker. Faut la déplacer, la stocker. Ouais. Faut qu'il ait un local pour la mettre, oui. que ce soit sécurisé. Oui, tu connais pas son statut, mais il a peut-être pas les moyens d'avoir ce problème-là. Moi, en j'aurais plus. pris l'argent. Ouais. Parce que... Je sais pas s'il faut. Ouais. Si t'es jeune et que t'as besoin de cash pour commencer aussi dans ta vie, c'est génial. Bah ouais, c'est un incroyable. virement de MrBeast et boum. Ça coûte combien une Lamborghini comme ça? Quasiment autant 150, que le cash, ouais, peut-être un peu plus. Peut-être, j'ai pas les chiffres. Bah, pardon, J'en sais rien, non mais je sais pas. T'es passé à la concession il y a pas longtemps, tu m'as dit. J'en ai pris 3, il y en avait la 4ème offerte, bien sûr. Il y en a qui disent qu'il faut assumer l'assurance, oui, mais si tu la stockes juste. Mais si tu te t'as la pas fais besoin de voler. payer une assurance. Bah, si tu te la fais voler, c'est tant pis pour toi, quoi. C'est pour ça que tu es censé la stocker à des endroits sécurisés par des gardiens. Donc là, tu payes. Donc tu payes. Ah, oui, dis-nous. Ah non, mais. Oula. Ah oui, tout ça. Tu prends le cash? En fait, là, je suis en train de regarder les premiers prix. Déjà, on est à 139 000. Non, mais là, c'est le haut de gamme, là. Je sais Là, pas, c'est écoute, le- elle est à combien, sa Lambo? Il faut l'assurance malgré tout. Ah, ouais, ok. Le cash, Ouais. c'était combien? Je crois que c'était à peu près 200 000. Je crois que c'était 200 000. Bah, Du coup, ça Cash ou n'a Lambo, aucun le sens. chat? Mais je pense que tout le monde va prendre le cash. Bah, T'as une Lambo, c'est une Huracan au cas où. On est hein, si tu- d'accord. Bah, tu sauf veux le si modèle. c'était Sylvain, il aurait pris la Ah Lambo. ouais. peut-être. Et comme quoi, la passion automobile, bah, c'est déjà perdu. Ah non, 5%, pardon. ouais. Même stocké, il faut assurer son véhicule. Voilà, donc je contredis ce que j'ai dit, comme ça, c'est clair. Merci le chat de nous corriger. Trouver un assureur qui est d'accord d'assurer une Lambo quand t'es jeune permis. Je te le Ou que t'as pas le permis. le permis. Ah ouais. En fait, c'est ça, est-ce qu'il a le permis aussi? Moi, j'aurais pas pu. Excusez, bah, t'as J'ai pas le permis. Si, mais un permis d'il y a longtemps. Ah, il est toujours valable. Ils ont pas encore Puis si enlevé le Si permis. t'habites dans une petite commune où t'as 2 ronds-points, si c'est pour faire le tour en 8, bon, voilà, est-ce que ça a du sens, tu vois? Après, le 200 000 €, je suis pas sûr que ce soit net d'impôt. Hein. Parce que c'est une donation, c'est pas un gain de tournoi. Donation d'un gain. Alors ça honnêtement, les virements de MrBeast, alors je pense qu'il a ce qu'il faut pour payer Il les a fait impôts. un Wero, c'est passé Mais je pense tranquille. sur les 200K, il doit payer ses impôts, Bah, le 31,4, réceptionneur. quoi, du coup. À voir, parce que vu la somme, Bah oui, je connais pas c'est- les seuils de ce genre de somme, je n'ai jamais touché des sommes aussi énormes. Mais Mais, si tu connais Bah, par c'est cœur la les paliers flat- des impôts Pardon, sur C'est le la revenu. flat tax. La taxe. Bah non, mais Ouais. du coup, ce serait Ouais. la flat tax à 31,4 et pas les impôts sur le revenu, Non. logiquement. Donc on c'est comme serait, un sur, dividende. on quoi. serait sur Enfin, 60 000 € d'impôts. Ouais. Ouais. 60 000 €, et donc du coup sur les 200 000, ça fait déjà 140. Alors que la Lambo, elle Elle avait était sa nette valeur. d'impôt, elle. Mais Ah. fallait la ramener, fallait la stocker, fallait l'assurer. Mais non, Et mais puis c'est au pareil, côté- quand tu passes la douane avec un bien qui a une certaine valeur, Oui, t'es il faut aussi taxé. repayer la Mais est-ce que la c'est TVA MrBeast des qui l'aurait payé 20% et C'est lui compagnie. qui l'aurait Ça, c'est Beast qui l'a acheminé. payé quand même. Beast. Normalement, Attends. c'est lui qui l'achemine, mais. D'ailleurs, Beast qui. Et te l'amène dans ton appartement de Je sais pas, 30 hein. mètres carrés max. Il y a un Sans hélicoptère place de qui vient. parking. À Paris, tu sais, vraiment, ta chambre de bonne, il va te mettre la Lamborghini devant, c'est ça? Mais je Je sais pas, pense. quand t'achètes une œuvre d'art ou un truc un peu. Enfin, je crois que c'est l'acheteur qui se charge des frais de transfert. J'ai jamais acheté d'œuvre d'art. je Bah, sais moi pas. non plus, mais. Il me semble. Je suis pas non Oui, il y a plus, sûrement une taxe quelque j'ai part. pas. C'est Oui, c'est bah, certain. C'est Ouais, certain. Ça, on n'en c'est doute pas certain. qu'il y a forcément une taxe quelque part. Autre news, tiens, intéressante, si on peut la diffuser. Hop, directement. Je vais retrouver. Parce que je crois que c'était les news bonus. Est-ce que c'est. On commence par laquelle? Dites-la moi. Allez-y, bah on y va. On y va, on la met. Ah oui. Samir Nasri qui s'est fait un petit peu.
qui s'est fait un petit peu attraper à travers ses commandes Deliveroo. Ça, vous l'avez vu? Ouais. Alors, en gros, il est expatrié à Dubaï. C'est smart, ouais. Non, mais c'est un vrai. Au-delà de Samir Nasri, parce que c'est un ami, hein, et je suis sûr qu'il a de très bonnes explications. Voilà. Non, mais au-delà de Samir Nasri, c'est plus le système qui, effectivement, maintenant, il faut le comprendre, tout est traqué financièrement. Imaginons, on était il y a 20 ans en arrière, il aurait payé toutes ses commandes en cash. Jamais de la vie, il aurait été rattrapé, ou en tout cas, peut-être pas de cette manière-là. Là, le fait qu'ils ont pu accéder à ces commandes Deliveroo qui, selon eux, prouvent qu'il était sur le territoire français pendant au moins X jours, fait qu'il ne correspond pas à ce qu'il faut pour être exilé financièrement à Dubaï. Ils l'ont dit, même les agents de l'URSSAF, etc., qui maintenant ils pouvaient regarder ton train de vie sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Par exemple, nous, en tant qu'influenceurs, ils peuvent regarder si on va toutes les semaines, mais tous les mois on part en vacances et qu'on met des stories, et qu'à côté tu déclares que 1 000 €, ils vont dire c'est pas très cohérent, ce qui à l'époque n'existait pas. Bien sûr, mais même les employeurs, maintenant, ils peuvent regarder tes vacances sur tes réseaux quand tu fais une story. Pendant tes si t'es en arrêt maladie, en fait, t'es au ski. Donc, il faut faire plus attention. C'est sûr que la présence en ligne, c'est plus caché. Ils ont retrouvé plus de 200 commandes. Et du coup, forcément, en termes de jours, parce qu'il faut être au moins 6 mois à l'étranger pour correspondre au fait d'être exilé fiscalement. Et donc, voilà, forcément, ça vient à... Il commande quand même. Il y va. Peut-être. Après, voilà, et soir. On sait pas. Il fait ce qu'il veut de son argent. Plus rentable de prendre un cuisinier, je crois. Non, peut-être pour régaler des amis. Peut-être, je sais pas. Il fait ce qu'il veut avec ses sous. Peut-être qu'il n'était même pas là. En soi, si c'est midi et soir, ça fait à peu près 30 jours. Hein. Voilà, ça se trouve. Un mois à fond, tu vois. Non, attends, je suis pas sûre des calculs. Non, ouais. Si. Non, mais ça fait 3 mois. Il prenait le goûter aussi. Il prenait le goûter en commande. Il prenait le goûter aussi en commande. Oui, c'est vrai. Un mois. Un petit smoothie. Non, mais du coup, en vrai, t'as les dates. Une semaine. Oui, en plus, sur les commandes, t'as les dates. Donc, en fait, sur les dates, tu vois que c'est peut-être plusieurs jours dans différents mois. Oui, si c'est étalé, là, c'est foutu pour lui. En tout cas, il a été redressé. Alors, je sais pas s'il va faire appel, mais je crois que c'est plus de 5 millions d'euros qui lui ont été demandés. Voilà. Bon. C'était en 2022 d'ailleurs. Mais au moins, il a bien, enfin, au-delà de ça, et au-delà de la fraude, c'est pas que je salue ça, mais il a bien géré son argent, parce qu'il y a plein d'anciens footballeurs qui ont quasi plus rien, parce qu'ils ont mal géré et tout. Là, au moins, il avait une bonne connaissance. On parlait à un moment donné de est-ce qu'on sait bien gérer nos économies et tout. Lui, il a bien géré, il a toujours de l'argent. Alors que ça fait longtemps qu'il est plus footballeur quand même. Peut-être pas assez pour avoir un chef. Pas assez pour avoir un chef, mais peut-être trop bien pour l'exil fiscal. On verra le. Après, il travaille. Moi, je connais, c'est un charbonneur. Non, mais il est très, très smart, charbonneur. Non, parce qu'il y a plein de footballeurs qui ont tout dilapidé après. Bien sûr, après, Samir Nasri, il a un vécu particulier qui fait qu'il est. Il est quand même. Voilà, il sait comment c'est dur d'avoir des sous, donc il n'est pas du genre à dépenser bêtement. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Des fois, avoir de l'argent très vite, très tôt, fait que tu as l'impression que ça va être tout le temps comme ça et tu es amené à le cramer un peu pour rien. Et il est chroniqueur à la télé aussi, il est sur le Bien Canal sûr. Football Club, Ouais. donc il a aussi des revenus qui sont de là. Non, mais il faisait aller-retour. Hein. Ouais. Le mec veut le défendre. Je te jure, il repartait le lendemain. Il venait juste. Même la Kings League et tout, c'était pas lui. Hein. C'était un sosie. C'était pas lui, les gars, c'était pas lui. C'est même toi qui le prenais en photo à l'aéroport. C'est Nia que Esther a programmé pour lui. J'essaie de le protéger. Non, mais voilà. En tout cas, c'est important d'en avoir conscience et que c'est en train d'évoluer, qu'aujourd'hui... Alors, certes, il y avait quand même aussi beaucoup ce sujet de faire attention à l'économie parallèle, faire attention au financement du terrorisme et des choses comme ça, qui font qu'il y a un avantage à tout tracer, parce que du coup, on peut tout surveiller, mais ça peut être aussi utilisé contre vous, parce que, voilà, si vous jouez avec les lignes et parfois un peu trop border, vous allez plus vite remonter qu'auparavant. Je veux quand même dire que je trouve que c'est un peu fort de café d'être exilé fiscal quand t'es un sportif qui en plus a représenté l'équipe de France, qui, tu vois, alors bon, si à la limite il avait, peut-être que c'est le cas, parce que je connais pas. Peut-être qu'il avait juste envie d'aller là-bas. Je connais pas je connais pas personnellement Samir Nasri et je connais pas ses activités professionnelles, mais il est quand même consultant sur Canal Football Club, donc il est régulièrement à Paris. Alors c'est peut-être sur des périodes un peu courtes parce que c'est la Champions League, mais manifestement il a quand même en tout cas des liens avec la France. Je trouve ça toujours un peu dommage de voir des sportifs qui s'expatrient fiscalement. Là où tu en as d'autres, je crois des Benzema, par exemple, qui ont toujours payé leurs impôts en France, je crois. Alors c'est un sujet de réputation personnelle quand tu es une figure publique aussi importante, mais c'est aussi un sujet d'éthique et de morale. En tout cas, moi, je trouve que c'est important. Non, mais ça s'entend. Après, voilà, il a peut-être envie d'être là-bas pour ses enfants, pour sa sécurité. Je crois que c'est un joueur qui a beaucoup joué en Angleterre, entre guillemets. Je dis pas qu'il est moins lié à la France. Benzema a joué à Lyon pendant très longtemps. Samir Nasri a beaucoup joué en Angleterre.
Effectivement, il a représenté l'équipe de France, mais peut-être aussi pour sa sécurité. Je crois aussi qu'il a joué à Marseille, effectivement, Samir Nasri, je ne sais plus combien de temps. C'est un enfant de Marseille. Bien sûr, mais c'est peut-être pas uniquement pour le côté fiscal. Je défends le copain, je ne me cache pas. Mais il y a aussi le côté, effectivement, il a peut-être envie d'autre chose pour ses enfants. Non, mais tu peux t'expatrier, je dirais, géographiquement. Et continuer de payer. Mais payer des impôts si en tout cas tu as une activité. Une présence assez continue en France. Tu peux, comme tu peux aussi te faire... c'était légal ce qu'il faisait, tu vois. Là, effectivement, il y a eu un redressement parce que sur une année spécifique, il a trop pointé en France. Mais si les autres années, il n'a pas pointé autant, il a totalement le droit. Bien sûr, et s'il est dans le respect de la loi. C'est légal, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est plus moral que... c'est moral, si en tout cas c'est prouvé que c'est pas le cas qu'il ait plus de 6 mois dans l'année en dehors de France. Mais surtout que la plupart des riches, en vrai, même ils trouvent des petites failles légales, mais ils ont des experts comptables de ouf qui arrivent à trouver des montages financiers qui fait qu'on arrive à faire des économies. En général, ils arrivent toujours à corriger un petit peu. Il faut trouver un riche qui a vraiment pas un petit truc sur sa fiche d'impôt. Je pense que c'est compliqué. Hein. Il y en a beaucoup qui essayent de magouiller. C'est peut-être là-bas qu'il faudrait aller vérifier tout ça. Tiens, nouvelle... parce que j'ai bien aimé ta petite transition, là. Force de café, t'as dit, un truc comme ça? Fort de café. C'est Fort de café. Fort de café. Tiens, on va te parler du Papa Café Club, justement, pour la transition. Je pense que vous l'avez vu, c'était un article du Parisien. Je vais peut-être arrêter de parler. Je sais, vous l'avez vu ou pas? C'est un article du Parisien où, en gros, il y a des papas qui se retrouvent... Alors, je sais pas si c'est une asso ou autre, mais ils se retrouvent autour d'un café, qui étaient tous avec leur petit nouveau-né. Et justement, pour parler des nuits difficiles, des soucis du quotidien, qui prennent vraiment ça au sérieux, tu vois, qui prennent vraiment ce rôle de papa au sérieux, et qui, du coup, voulaient se donner des conseils entre papas, uniquement, tu vois, sans les mamans, et du coup, ça a beaucoup fait réagir, quoi. Les gens ont un peu critiqué le côté de qu'est-ce que vous faites, aller à la muscu, enfin, j'abuse, hein, mais... c'était de ce côté-là? Non, mais je troll, mais oui, c'était très, très, très ça. Je sais pas si on a des tweets exemples. Mais les gens qui vont dire que c'est la dégénérescence de la société. Il y avait un peu de ça. Alors que c'est très bien, je pense que les papas donnent un peu d'amour à leurs enfants. Je pense qu'ici, autour de la table, on a tous un peu des traumas avec nos papas. Si on gratte un petit peu, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a un manque d'amour de nos pères et ça ferait du bien à tout le monde que les papas s'investissent un petit peu plus. Les gens, ils voient ça comme quelque chose d'anti-tradition qui amènerait à la dégénérescence de la société. On perdrait tout repère parce que les papas deviendraient trop féminins, parce qu'apparemment la maternité n'est que féminine. On oublie la parentalité dans tout ça. Moi, je trouve ça très cool. Moi, je dirais à tous ces gens-là est-ce que tu n'aurais pas aimé que ton père il s'occupe un peu plus de toi, au fond? Tiens, on a un truc qui va apparaître maintenant. Bravo, très très bien. Je vous rappelle que 80% des pères prennent désormais un congé paternité en France. C'est devenu une norme sociale, durée de 28 mais ils jours. sont trop mignons en plus, mais non. Mais les gens, ça les a fait. Alors, est-ce qu'on peut... C'est Joueur du Grenier qui dit quoi? Je vois pas ce qu'il y a. Les vrais hommes s'occupent de leurs enfants et les emmènent faire du vélo et à la piscine. Et ils ne restent pas entre garçons qui transpirent dans une salle de muscu à surveiller leur testo sur une appli et à faire des selfies devant le miroir sur leur compte Instagram. C'est un gros tacle masculin. Parce qu'en fait, tous les commentaires étaient quand même très très basés là-dessus et du coup, il est venu un peu donner un contre-courant. Et c'est pour ça qu'on l'aime GDG, c'est qu'il remet un peu de sérieux. Et ça paraît évident, de prendre, je sais pas, de soutenir, tu deviens père, c'est un choix. Non, mais avant ça n'existait pas. Hein. Avant, il n'y avait pas trop de représentation de papa investi. Maintenant, il y en a de plus en plus sur les réseaux qui se mettent en scène. Moi, je pense à Papa Patriarcat, qui a un compte qui est trop bien, où il raconte ce que c'est d'être papa, comment on peut s'investir, et ça n'en leur enlève en rien ce qui est la masculinité. Encore faudrait-il savoir c'est vraiment quoi la masculinité. Et c'est très cool. Et même en dehors des réseaux, c'est juste que maintenant ils s'affichent, mais la vérité c'est qu'il y a déjà une génération qui est là depuis quelques temps, qui est beaucoup plus investie dans l'éducation des enfants, qui est beaucoup plus là pour le moment où justement la femme accouche, pour reprendre le relais, parce qu'ils savent que la femme, elle a pris 9 mois déjà, où c'était difficile pour son corps, pour son mental, pour tout ça, de reprendre en fait le relais et de se dire maintenant tu vas dormir un peu quand même. C'est pour ça que le congé paternité, l'allongement du congé paternité, c'est une revendication féministe. C'est beaucoup de femmes qui l'ont demandé. Pas parce qu'on veut que les hommes dorment à la maison quand l'enfant vient de naître, mais parce que c'est pour aider. Et je trouve que c'est hyper important aussi. Je sais pas s'il y a qu'il est passé de 3 jours à 28 jours. Oui, ça, il y a un gros allongement, mais parce que je pense que dans l'attache aussi à l'enfant, on reproche beaucoup parfois au papa de pas très attaché à l'enfant, mais forcément, si tu repars au travail directement, il y a l'allaitement aussi, forcément, quand t'es la personne qui accouche, tu vas être la personne qui va allaiter, donc tu vas avoir ce contact peau à peau, c'est toi qui, forcément, même si on va se lever une fois sur deux, c'est la personne qui allaite qui va prendre l'enfant, donc je trouve que c'est bien que les papas puissent, que la société donne l'opportunité aux papas de pouvoir avoir cette relation
quand l'enfant vient naître, surtout que la maman, elle l'a déjà porté, donc elle a déjà eu ce truc-là dans le ventre. Donc on ne pourra passer que par ça. Si on compare un peu aux générations présentes, c'est aussi parce que maintenant, les mamans sont aussi beaucoup dans la vie active. Ah bah c'est ça aussi, c'est que là tu dis ou entre guillemets, elles n'étaient pas forcées contraintes, mais elles étaient beaucoup femmes de foyer. Aujourd'hui, elles sont dans la vie active, donc c'est aussi quelque chose qui se partage beaucoup plus. Bah maintenant, oui, les femmes, elles sont obligées aussi de travailler. On peut quasi plus vivre que d'un seul salaire. Après, c'est aussi très bien l'indépendance financière. Après, bon, c'est quand même doucement. On le voit beaucoup sur les réseaux. Il y a aussi une tendance papa 2.0 qui a été beaucoup mise en avant. Mais dans les chiffres, la charge mentale est toujours pas partagée. C'est toujours quand même trop les femmes qui s'occupent des enfants à la maison. Donc, faut pas non plus que ce soit de la performance de genre sur les réseaux et juste on se filme et on fait le café comme ça et les nuits sont difficiles. Alors qu'en vérité, c'est quand même la maman qui se lève les 3 quarts du temps. Faut pas performer, mais c'est déjà un bon début et la représentation peut faire un peu de taf, je pense. Ça, c'est ce que je vois. Moi, au cabinet, j'ai beaucoup plus de mamans avec leurs enfants en consultation que de papas. Et des fois, avoir les papas, c'est compliqué. De les avoir vraiment investis, où ils me disent « Ah, mais ça, je sais pas, c'est la maman. » Alors, j'ai l'impression que ça évolue, que ça change, mais effectivement, et je rebondis sur le côté un peu socio-professionnel des métiers, des mamans, etc. En fait, c'est quand les mamans ont un haut poste que c'est le papa qui prend le relais sur l'éducation de l'enfant. Mais pour un enfant, c'est hyper important. Alors, au début, à la naissance, les premiers mois de vie, il est très en fusion avec la maman parce qu'il y a l'allaitement, parce qu'il y a ce lien mère-enfant. Mais après, effectivement, le père doit venir et doit rentrer dans le développement de l'enfant et c'est important et je trouve ça cool ce genre de mouvement et je trouve ça affreux, j'osais même pas imaginer qu'on puisse reprocher à des pères de faire un club pour papoter. Non mais les masculins ils sont jamais contents. Tu connais pas la tranche d'âge des gens aussi, tu vois, c'est peut-être aussi un peu du troll, effectivement. Mais j'espère que c'est du troll, franchement. Il y a eu beaucoup d'attaques sur la photo aussi, tu vois, en mode une certaine typologie de gens ont le temps de ça alors que d'autres personnes n'ont pas forcément ce luxe de pouvoir aussi faire ça. Il faut une certaine aisance dans sa vie peut-être pour aussi pouvoir y accorder du temps. Pour rebondir à ce que tu disais, la dépression postpartum chez les pères, c'est 18% des pères qui disent s'être sentis déprimés ou dépressifs après la naissance de leur enfant, selon une enquête d'OpinionWay. Justement, une autre information, c'est qu'il y a le nouveau congé de naissance qui va passer de 1 à 2 mois par parent et il entrera en vigueur à partir de juillet 2026. Donc ça aussi, ça arrive, elle en parlait, Mélissa, et donc là, il va y avoir effectivement un peu plus de temps pour pouvoir profiter des premiers jours du nouveau-né. Occupez-vous de vos gosses, trop bien. Oui, petit asset, tiens d'ailleurs rapide, petit asset pour clôturer, les solutions améliorant le quotidien des parents. Voilà, histoire de clôturer, ça vous donne quelques petites informations. Parmi les solutions suivantes, lesquelles vous aideraient le plus dans votre quotidien de parents, et celle qui est ressortie en première, c'est avoir plus de temps pour vous ressourcer ou pratiquer des activités qui vous font du bien. Ensuite, un meilleur partage des responsabilités parentales, pouvoir compter davantage sur les relais extérieurs, donc famille, association, dispositifs publics, en cas de besoin bien sûr. Ensuite, on a 11% pour un meilleur soutien de votre employeur pour mieux concilier parentalité et travail. C'est pas forcément évident dans tous les jobs. Échanger avec d'autres parents pour partager expériences et conseils. Là, on était en plein dedans. Et ensuite, participer à des ateliers avec des professionnels sur les questions d'éducation. Donc, tout ce que vous avez en violet, c'est qu'ils ont répondu ça en premier. Et ensuite, vous avez le global avec la courbe blanche. Voilà, c'était une petite information, histoire de clôturer, d'apporter un peu de plus-value. Dernière info dans ce Vue en ligne, je pense que vous l'avez peut-être aussi vu, ça a fait un petit peu peur, mais on est allé un petit peu plus profondément. C'était en Allemagne. Les hommes de 17 à 45 ans doivent désormais obtenir une autorisation de l'armée pour un long séjour à l'étranger. Donc je ne sais pas si ça vous a fait peur, ce genre de choses. Je ne sais pas si on a le tweet qui va s'afficher, mais en gros, depuis le 1er janvier 2026, en Allemagne, tout homme entre 17 et 45 ans doit demander une autorisation à l'armée avant de partir à l'étranger plus de 3 mois. Donc le pourquoi, parce que c'est vrai que ça peut faire peur, on a l'impression que c'est un recensement, on veut savoir les forces qu'on peut activer en temps et en heure, mais en fait l'Allemagne veut savoir qui est mobilisable et où. Elle cherche à passer de 184 000 à 270 000 soldats d'ici 2035, avec un budget militaire de 100 milliards d'euros, 100 milliards d'euros, pas 100 000, 100 milliards d'euros, tout ça dans le contexte de la menace russe depuis 2022, donc ça va un peu dans cette idée-là. Et qu'est-ce que ça change ? Pas grand-chose. En fait, l'autorisation, elle est accordée automatiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te refuser le départ. Tant que le service militaire reste volontaire, c'est une formalité administrative, pas une interdiction de partir. Et donc pourquoi ça a forcément buzz ? Le principe, il a choqué, demander la permission à l'armée pour partir étudier ou travailler à l'étranger. Voilà, ça ressemble à ce qui existait en RDA ou à ce que vivent aujourd'hui les hommes ukrainiens depuis la guerre. Certains y voient un signal fort sur où l'Europe qui s'y dirige. Et la menace pose aussi sur une question juridique. Est-ce compatible avec la liberté de circulation dans l'UE ? Parce que du coup, maintenant, tu peux plus techniquement partir pour un long séjour sans son petit papier, quoi. Je pense que ça fait peur, surtout parce que c'est l'Allemagne.
Pardon, mais Aussi. quand c'est l'Allemagne qui se réarme, ça fait toujours un petit peu peur. Hein. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, ça a toujours été les Allemands où c'était compliqué. L'histoire fait que, et je pense que ça ravive des traumas, même si on l'a pas vécu nous-mêmes. Je pense que c'est transgénérationnel. Hein. C'est vrai. Ça fait un petit Je peu peur l'avais pas pris en historiquement. compte, mais t'as raison, ça joue aussi un peu. Oui, je pense que si c'était un pays, je sais pas, un pays. La France, imaginons là, la France, on faisait la même chose. Hongrie, La France aussi, on l'Espagne. réfléchit. Oui, voilà, l'Espagne qui aurait fait ça, on aurait moins eu peur. C'est un bon exemple, l'Espagne. Mais la France, on y réfléchit aussi. Hein, est-ce qu'on va remettre le service militaire? Macron, il avait parlé d'envoyer des kits de survie. À un moment donné, ça faisait un petit peu peur. Des fois, les gens, ils sont apeurés aussi par des petites nouvelles comme ça. Non, on c'est en pas parle. remettre le service militaire. Non, on va rester sur des des fois, armées les gens, ça leur fait peur. on va rester sur des armées de professionnels. Volontaire. Oui. Ouais, exactement. Une armée professionnelle et pas une armée en gros de conscrits. Et je suis d'accord, c'est forcément le sujet que ce soit l'Allemagne, c'est ça qui fait peur aussi parce que ils sont en ce moment sur la plus grosse trajectoire de hausse du budget militaire. Alors que l'Allemagne avait traditionnellement un budget très bas. Après la Seconde Guerre mondiale, alors effectivement, d'abord les Alliés les avaient restreints, et puis ensuite ils avaient eux-mêmes pris la décision de ne pas armer. Mais surtout eux, ils avaient une restriction d'armée parce que surtout les Allemands, effectivement, les Allemands, tout comme les Japonais par exemple, ils avaient pris cette décision-là de ne pas armer, de pas avoir une armée forte. Ils se reposent beaucoup sur l'OTAN aujourd'hui, donc l'organisation des nations. Mais quand t'as Trump qui te dit débrouillez-vous par vous-même, tu te doutes bien qu'au bout d'un moment. Ouais, alors il y a ça, mais je pense que c'est effectivement surtout la menace russe. Les Allemands ont un lien très fort avec la Russie. Les gazostreams, en gros, les gazoducs qui apportent le gaz russe en Europe, qui passe beaucoup par l'Allemagne. Enfin, il y a Nord Stream. Et bon, il y a des sujets un peu d'inquiétude assez forts. Bon, pour le coup, est-ce que c'est un coup de com' pour mettre un peu une pression en disant on est prêt, on sera capable si besoin, ou c'est juste pour l'instant faire du recensement, non, je pense que c'est savoir où sont les humains en temps et en heure. L'armée, ils sont obligés de se préparer à 5-10 ans à des scénarios défavorables aux catastrophes. Ouais. Et donc, c'est pour ça que tu mets des choses progressivement en place pour être prêt, quoi. Je sais qu'on vivra pas une guerre comme la deuxième, encore moins comme la première. Aujourd'hui, ça c'est beaucoup plus technologique qu'avant. On a moins besoin d'hommes sur le terrain. Maintenant, on est tous armés quasiment au nucléaire. Là, s'il y a une troisième guerre mondiale, ce sera pas les mêmes guerres qu'avant. On n'aura pas besoin de mobiliser tous les hommes. Je pense que ce sera un peu différent. Après, en Ukraine, c'était compliqué, mais nous, la France, je pense que c'est un peu une autre réalité, quoi. On ne reviendra pas à ce qui s'est passé en 39 et 45. En tout cas, j'espère pas. Oui, bon, après, pour en arriver au nucléaire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'étapes qui seront franchies d'ici là, parce que c'est quand même on a une autre réalité, quand je pense que pour les militaires aujourd'hui, c'est plus pareil. Bien sûr. Espérons qu'on n'y arrive jamais à cette réalité-là.